Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que malgré un temps incertain, vous avez pu passer un bon dimanche. En politique, la journée est surtout marquée par le retour de M. Giscard d'Estaing du Mexique. Il ne prendra pas de décision à propos d'une éventuelle session extraordinaire du Parlement tant qu'il n'aura pas été saisi dans les formes constitutionnelles. Nous y reviendrons tout à l'heure. Nous commençons par l'agriculture. La France est un grand pays agricole et le Salon international de l'agriculture est donc un grand événement chaque année. Il vient d'ouvrir ses portes à Paris. Tous les ans, le public est de plus en plus nombreux et cette fois-ci, on attend plus d'1 million de visiteurs. C'est une excellente occasion, en tout cas, pour ceux qui viennent, qu'ils soient citadins ou ruraux, d'admirer les plus beaux spécimens des élevages français et étrangers et de goûter les spécialités gastronomiques régionales ou étrangères. Mais cela ne fait pas oublier aux responsables du Salon les difficultés actuelles de notre agriculture en général. Et le ministre, M. Méhaignery, déclarait dans notre journal de 13h15 que son souhait essentiel, à la veille de l'ouverture du marathon de Bruxelles pour la fixation des prix agricoles, c'est que l'on puisse parvenir à supprimer définitivement les montants compensatoires qui taxent durement les éleveurs de porcs français. En cette journée d'ouverture, notre caméra a essayé de découvrir les aspects insolites du salon. Il est né cette nuit, ce petit veau, et tout naturellement, son propriétaire l'a baptisé Parisien. Déjà, il reçoit de très nombreuses visites. Mais il n'y a pas que lui qui est admiré. Les taureaux de 1500 kilos et plus ont aussi beaucoup de succès. Les moutons, quant à eux, ne cessent de provoquer l'étonnement et la joie des tout-petits. C'est pareil, et là, regardez lui, un fille. Pour les porcs, c'était le grand jour. Ils passaient sur la sellette cet après-midi. Un jury les examinait, les détaillait et les inspectait pour leur attribuer une éventuelle médaille d'or, d'argent ou de bronze. L'autre facette du salon, c'est la dégustation des produits régionaux. Déambuler dans la foule d'un stand à l'autre vous donne faim et soif. Les occasions ne manquent pas et chacun peut apprécier les pâtés, jambon, foie gras, vin et autres liqueurs. Et croyez-moi, ici, on s'en donne à cœur joie. Mais hélas pour le portefeuille, c'est aussi l'occasion de dépenser beaucoup d'argent. Bien rassasié, il vous reste alors deux solutions. Soit vous reposez parce que vous êtes vraiment très fatigué, ou alors écoutez l'un des nombreux groupes folkloriques qui spécialement pour vous jouent de la musique régionale. Pendant ce temps, quelques bâtiments plus loin, les éleveurs, eux, répètent leurs gestes de tous les jours. Le président de la République est rentré du Mexique en début d'après-midi. Le Premier ministre l'attendait à sa descente d'avion. Et il est probable que les deux hommes se sont entretenus de la demande de session extraordinaire du Parlement faite par Jacques Chirac, président du RPR. Répondant en tout cas aux journalistes, le chef de l'État a déclaré qu'il ne pourrait se décider qu'après avoir été saisi dans les formes constitutionnelles. Aussitôt après, le président de la République et M. Raymond Barre ont eu un court entretien en tête-à-tête et Valéry Giscard d'Estaing a ensuite dressé le bilan de son voyage au Mexique. Écoutons. Je crois qu'il a fait apparaître une grande convergence d'attitudes entre le Mexique et la France, à la fois pour ce qui est de leurs relations bilatérales et en même temps vis-à-vis des grands problèmes internationaux du moment. Et il est important pour la France de sentir qu'il y a dans le monde un certain nombre de pays importants et influents qui partagent ses convictions et ses orientations. Le climat, je dois dire, de notre entretien a été tout à fait exceptionnel et je pense d'ailleurs que les moyens d'information en ont rendu compte. D'autre part, nous avons pu signer un nombre important d'accords, 11 accords au total. Naturellement, ce sont des accords qui doivent être mutuellement bénéfiques. La France ne cherche pas des avantages au détriment des autres, mais ces accords représentent pour nous des perspectives d'activité économique très importantes. J'indique que si il y est donné suite, comme je le pense, ceci représentera du travail pour plusieurs dizaines de milliers de travailleurs français dans les secteurs de la mécanique et de la construction électrique au cours des prochaines années. C'est à dire que l'enjeu de ces relations économiques est considérable et immédiatement perceptible par notre réalité économique et sociale. Alors, hier, la dernière journée du voyage
avait été consacré tout à la fois au tourisme, dans la région des temples mayas, et au pétrole avec la visite du principal complexe pétrolier du golfe du Mexique, Minatitlán. Jean Villa avait suivi avec sa caméra le président. Le président avait d'abord survolé les dériques des champs pétrolifères avant d'être accueilli par la municipalité de Minatitlán dans l'état de Veracruz. Ce complexe pétrolier, comme d'ailleurs les plateformes de forage en mer, porte les espoirs de l'économie mexicaine. Le pays produit aujourd'hui 70 millions de tonnes de pétrole par an. Sa production devrait atteindre 110 millions en 1980. Un accord a d'ailleurs été conclu au cours de la visite de Valéry Giscard d'Estaing. Dans un an, la France recevra du Mexique 100 000 barils de brut par jour, l'équivalent de 5% de notre consommation. Tout dans ce complexe pétrochimique est neuf ou presque. Il y a 3 ans seulement que les Mexicains savent ce que contient leur sous-sol. On dit que les réserves du Mexique sont les plus importantes du monde. Dans les 10 années, le pays connaîtra une explosion économique. C'est, dit-on encore, le Japon des années 80. C'est M. Jacques Soustel qui était le guide du président de la République. Le prochain voyage de ce dernier le mènera en Roumanie les 8 et 10 mars. Et à la fin du mois, M. Giscard d'Estaing doit se rendre à Moscou. L'agence soviétique TASS déclare aujourd'hui que la rencontre Giscard-Brejnev contribuera à donner une nouvelle impulsion au développement des relations mutuellement avantageuses entre les deux pays. Et M. Degnaud, notre ministre du Commerce extérieur, qui vient de se rendre à Moscou pour préparer la visite du président de la République, se félicite de ce que les relations commerciales et économiques entre la France et l'URSS se développent sur un très bon rythme. Et la position soviétique dans le conflit Chine-Vietnam. On se demande depuis le début pourquoi la réaction soviétique est somme toute très modérée. Eh bien, vous vous rappelez, je pense, ce que nous vous avions dit sur Antenne 2, l'URSS ne prendra pas de mesures très spectaculaires avant le 4 mars, c'est-à-dire avant les élections au Soviet suprême. Or, ces élections se sont déroulées au cours de ce week-end. Je ne dis évidemment pas que, parce qu'elles viennent de se terminer, l'URSS va maintenant intervenir en Chine, mais l'on a appris aujourd'hui de M. Brejnev lui-même des choses fort intéressantes sur le plan international. C'est en effet accompagné de sa femme, Victoria Petrovna, que l'on voit très rarement en public, que M. Brejnev a voté ce matin pour renouveler le Soviet suprême. Pas de surprise quant au résultat, puisque dans chaque circonscription, il n'y a qu'un candidat unique. En revanche, l'étonnement, il est venu de M. Léonid Brejnev lui-même, qui a accepté de bavarder quelques instants avec les journalistes présents. Le numéro 1 soviétique a révélé par exemple qu'il se déplacerait personnellement pour rencontrer le président Carter et signer l'accord SALT II dès que le texte définitif en aura été mis au point. Interrogé sur sa santé, M. Brejnev a répondu avec une mimique éloquente qu'il se portait fort bien et qu'il ne se laisserait pas abattre. Enfin, à la question que fera l'URSS en cas de prolongation du conflit Chine-Vietnam, Léonid Brejnev s'est détourné des journalistes en grommelant « Vous n'avez qu'à le demander aux Chinois ». Ensuite de quoi, Léonid Brejnev s'est dirigé à petits pas vers la sortie, toujours bien encadré par des membres de la sécurité soviétique. En tout cas, l'Union soviétique accuse la Chine de préparer contre le Laos une action du genre de celle menée contre le Vietnam. Cette accusation a été reprise par Radio Hanoï qui déclare en substance, malgré de lourdes pertes, les troupes chinoises sont sur le point d'intensifier la guerre et elles se préparent à de grandes batailles. L'adversaire, dit Hanoï, a concentré non loin de la frontière laotienne 500 000 hommes avec 500 tanks et blindés, 700 pièces d'artillerie et des centaines d'avions. On ne sait plus que croire, puisque, en sens contraire, le numéro 1 chinois, le président Hua Guofeng, a confirmé à Pékin que le retrait des troupes chinoises du Vietnam allait s'effectuer prochainement, il n'a d'ailleurs pas précisé quand, et que la Chine ne désirait pas conserver un seul pouce du territoire vietnamien. Iran. Après 3 mois d'arrêt, le robinet du pétrole s'ouvre demain et le premier chargement de brut part vers le Japon. Notons que ce pétrole a été acheté par les Japonais directement à la compagnie nationale iranienne, directement, c'est-à-dire sans passer par le consortium des compagnies étrangères qui exploitaient le pétrole iranien avant les récents événements. Les Américains annoncent qu'ils utiliseront la même méthode et voilà qui semble indiquer que l'Iran a également réussi sa révolution sur les champs de pétrole. Il n'empêche que la situation continue à susciter un peu partout des craintes de manquer d'approvisionnement en pétrole. Les États-Unis brandissent déjà le spectre des tickets de rationnement. Un reportage de nos correspondants Jacques Segui et Jean-Louis Saporito. Les États-Unis, deuxième producteur de pétrole du monde, importent 40% de leur consommation, car la demande est très forte. Chaque Américain
utilisant en moyenne 240 litres d'essence par mois. Situation qui est l'objet d'un débat national. Ce pétrolier du Texas rappelant par exemple que la crise énergétique pourrait être surmontée en faisant appel au charbon notamment. Mais, faute de solutions concrètes, les États-Unis évoquent aujourd'hui l'hypothèse du rationnement, c'est-à-dire le retour, comme en 1974, au coupon d'essence. Une enquête faite sur 300 stations, représentant 9 grandes compagnies dans l'agglomération de Washington, vient de démontrer que le rationnement serait sensible dès le mois de mars. Tandis que le secrétaire d'État à l'énergie, James Schlesinger, affirmait pour sa part « Il y aura un problème de l'essence cet été ». Prenons l'exemple de M. Ralph Prescuti, propriétaire d'une importante station. Sa compagnie, la Shell, vient de lui livrer 90% de l'essence nécessaire par rapport à ses besoins habituels. Son affaire marche bien, il a 13 employés, mais il n'aura plus suffisamment d'essence à vendre. Alors, il ne livre plus à partir de 6 heures le soir et sa station est fermée le dimanche. Et à la fin de ce mois de mars, il aura perdu 3 000 $. Aujourd'hui, l'idée du retour au rationnement est rejetée par le département à l'énergie. Pourtant, il ne serait pas étonnant que dans les prochaines semaines, on voit réapparaître les fameux coupons. Chaque Américain recevrait l'équivalent de 7 litres d'essence par jour contre 10 aujourd'hui. C'est pourquoi, pour Ralph Prescuti, pompiste exemplaire de la prospérité américaine, il ne fait aucun doute que les jours difficiles se préparent pour lui et pour l'Amérique. Grave problème en tout cas. Et ce n'est pas le seul sujet de préoccupation sérieuse pour les dirigeants américains, notamment pour M. Carter. Les entretiens pour faire avancer le processus de paix entre Israël et l'Égypte ne vont pas bien. Le Premier ministre israélien, M. Begin, juge, après ses conversations avec le président Carter, que les négociations sont toujours à un stade de profonde crise, pour reprendre ses mots. France. Sur le plan social, la semaine qui vient s'annonce tendue à la SFP. Les négociations entre les syndicats et le PDG sont interrompues. Et M. Lecas, le ministre de la Communication et de la Culture, recevra demain matin, lundi, une délégation de l'intersyndicale de la SFP. Dans la région parisienne, la grève des centres de tri postaux pourrait s'étendre. Les syndicats de sidérurgistes ne sont pas d'accord sur l'opportunité, ni la date de la marche sur Paris, proposée pour le 23 mars par la CGT. En effet, FO et la CFDT estiment que la décision a été prise sans leur avis. FR3 est en deuil. Jacques Delalande, responsable de l'antenne de FR3 à Metz, blessé hier dans un accident de la route, est décédé. Il avait 55 ans, il était entré à la radio française très jeune, puis il collabora à l'ORTF, à Bourges et à Nancy entre autres. C'est un excellent spécialiste de la télévision qui disparaît. Le public lui devait beaucoup. Depuis hier, la France est en campagne électorale. En fait, une moitié seulement du pays est appelée à voter aux prochaines élections cantonales qui auront lieu les dimanches 18 et 25 mars. Quel est le rôle exact du Conseil général vers lequel les électeurs vont envoyer siéger l'élu de leur canton? Eh bien, voici la réponse en images. Une assemblée par département. Il y a plus de 100 ans que la loi a institué les mini-parlements que sont les conseils généraux. Leur tâche, gérer le cadre de vie des citoyens. Chaque année, les conseillers généraux votent le budget. À travers lui, ils dessinent le paysage économique et social du département. Équipement communal, création d'hôpitaux, transport, construction d'HLM, entretien d'écoles, de gendarmerie, de tribunaux, sans oublier l'aménagement routier. Investir, entretenir, subventionner, voilà pour les dépenses. Côté recettes, il y a d'abord le produit des impôts locaux, grossi par les emprunts et surtout par les crédits de l'État. Entre autres choses, en effet, le Conseil général sert à répartir l'argent de l'État à travers le département. D'où le contrôle permanent exercé par le préfet. C'est lui, en fait, l'exécutif des décisions du Conseil général. S'il est limité dans ses initiatives, s'il lui est interdit d'émettre des vœux de nature politique, le Conseil général n'en joue pas moins le rôle essentiel d'interprète et de relais entre l'État et les collectivités locales. Ni chambre d'enregistrement, ni lieu d'affrontement, le Conseil général représente plutôt l'endroit privilégié du compromis entre intérêts nationaux et intérêts locaux. Le PSU a décidé aujourd'hui de constituer une liste pour les élections européennes et il a demandé à M. René Dumont, ancien candidat à l'Élysée,
d'en prendre la tête. Le PSU lance à cette occasion un appel aux écologistes, aux femmes et aux régionalistes. Jacques Chirac était ce soir l'invité du Club de la Presse, chez nos confrères d'Europe numéro 1. Beaucoup de questions tournaient autour de la demande de session extraordinaire du Parlement et plus généralement sur l'attitude du RPR à l'égard du gouvernement. Jacques Chirac et son mouvement lui font-ils la guerre? Voici la réponse. Quand est-ce que je pourrais exprimer, nous sommes dans une démocratie, quand est-ce que je pourrais exprimer un point de vue qui ne soit pas strictement celui du gouvernement, dont tout nous montre aujourd'hui qu'il n'a pas réussi et qu'il n'a pas tenu ses engagements ni son pari, quand est-ce que je pourrais exprimer un sentiment sur les questions économiques ou sociales sans que cela apparaisse comme une volonté de faire la guerre? Je ne dis pas que je veux renverser le gouvernement, j'ai expliqué que nous étions solidaires de ce gouvernement dans la mesure où nous avions les mêmes concepts, la même conception des valeurs fondamentales de société, ce qui nous différencie de l'opposition. Mais en revanche, est-ce que cela doit impliquer pour moi un alignement strict, alors que manifestement j'observe que la politique économique et sociale qui est actuellement conduite a des résultats qui sont désastreux? Eh bien oui, une fois de plus, on serait un peu tenté de dire que Jacques Chirac persiste et signe. Et j'aurais ajouté aussi, il persiste, il signe et il atténue. Mais il est vrai que Jacques Chirac reconnaissait lui-même de temps en temps tout à l'heure au cours de cette émission qu'il lui arrivait de s'énerver. Et vous avez vu que quand il s'énerve, il reprend des condamnations qui sont assez formelles. Mais d'une façon générale, je dirais qu'en ce qui concerne la demande de convocation du Parlement, Jacques Chirac, là, explique et atténue. Il ne s'agit pas d'une agression, il ne s'agit pas d'une bombe. Pour lui, il s'agit tout simplement de bien préparer le débat qui est prévu de toute façon pour le début de la session du printemps. Et il s'agit donc de créer des commissions qui puissent sérieusement préparer ce débat. Cela ne l'empêche pas d'avoir une expression un peu à l'emporte-pièce. Quand on lui parle de l'objection de la tradition républicaine, il répond tout simplement « la tradition républicaine, laissez-moi rire ». Et d'une façon plus générale, l'attitude de Jacques Chirac pourrait se résumer de la façon suivante. Premièrement, amener un changement de la politique du gouvernement. Et cette politique, vous avez vu qu'il la condamne pratiquement sans appel. Et pour cela, Jacques Chirac est prêt à utiliser, dit-il, tous les moyens que lui donne la Constitution. Et si par hasard il échouait, eh bien c'est là qu'il pourrait réviser sa position. Est-ce une menace? Cette menace, en tout cas, a une limite et c'est toujours la même. Pas question de voter une motion de censure, pas la moindre concession à l'opposition. C'est donc la trêve, mais une trêve, j'observerai, qui a des chances, des probabilités de pouvoir durer plus longtemps que prévu, car Jacques Chirac dit, pas question d'une motion de censure dans l'état actuel des choses. Or, qu'est-ce que l'état actuel des choses? C'est une situation telle que si Jacques Chirac votait la censure, il donnerait donc à la gauche cette chance qu'il ne devait pas lui donner, et il reviendrait sur ce qu'il appelle lui-même le choix de société de 1978. Donc, pas de guerre, dit-il, pas même de guérilla, mais pas non plus d'alignement, une solution médiane entre les deux qu'on pourrait traduire par une sorte de harcèlement constant. Alors face à cela, quelle est l'attitude du président de la République et du Premier ministre? Eh bien, je retiendrai deux phrases du président de la République, celle que vous avez citée vous-même tout à l'heure. Le président de la République parlant de la session extraordinaire et disant qu'il prendrait sa décision lorsqu'il aurait été saisi dans les formes constitutionnelles. Et puis la deuxième phrase qui date d'il y a quelques jours, c'était sur le chemin du Mexique, lorsqu'il avait dit qu'il n'avait pas le virus de la politique. Je crois que de ces deux phrases, on peut conclure que le président de la République entend se situer au-dessus des batailles et qu'il entend se fonder sur les institutions. Quant au Premier ministre, pour reprendre une expression déjà ancienne du général de Gaulle, on pourrait dire que lui se débat de la conjoncture, il a à faire face aux problèmes économiques et sociaux, il a à faire face aux retombées de ces problèmes économiques et sociaux sur l'opinion publique, et l'on a parlé il y a quelques jours de sondages qui étaient, disons, difficiles pour le gouvernement et même pour le président de la République, et puis il a à faire face aussi aux retombées politiques. Autant de raisons, je crois, pour penser que l'émission Carte sur table de demain sera un véritable événement politique. Je vous rappelle en effet que demain soir, M. Raymond Barre à 20h30 est l'invité de Jean-Pierre Elkabbach et d'Alain Duhamel. Et puis nous avons un autre invité, on va venir à Auteuil dans un instant, nous avons un autre invité de mardi avant Holocauste. Il s'agit du chancelier d'Allemagne fédérale Helmut Schmidt qui sera interviewé par Patrick Poivre d'Arcor. Voilà, Pierrette Bresse, vous êtes ici, par conséquent, on peut parler chevaux. À Auteuil, aujourd'hui, le terrain a été lourd et les grands favoris ont été battus. Comme nous le disions hier soir, il n'est pas facile pour un cheval en obstacle d'effectuer sa rentrée après 3 mois d'absence. Et les chevaux qui revenaient en piste pour la première fois depuis novembre ou décembre ont été battus par Père et Thor qui avait déjà couru, et bien, notamment dimanche dernier. Pierrette, à vous.
Eh bien, je vous propose le film de la Le course. terrain extrêmement lourd cet après-midi à Auteuil a gêné beaucoup de concurrents. Nous prenons les chevaux après la haie du tournant d'Auteuil. Depuis le départ, c'est Queen Novi qui mène la course tambour battant. À ses côtés, Alexandre Legrand, Pérétor, Nanteuil et Nitri qui va très librement dans ce terrain défoncé. Les chevaux sont très groupés, mais Queen Novi fait une course en tête remarquable. Près de lui, toujours Pérétor, Nanteuil au milieu, reconnaissable à sa casaque rouge, couture toque grise, semble s'employer courageusement pour une fois. Malheureusement, un peu plus loin, il va faire une faute toujours au même endroit, dans le tournant de Passy, là où il était tombé l'année dernière. Jean-François Daubin m'a dit après la course que la prochaine fois, Nanteuil porterait des œillères. À l'extérieur, Teofilo Ottoni, l'un des favoris, galope librement, très à l'aise dans le terrain lourd. Sur la même ligne que Nitri, Karviki et Pérétor qui commencent à accélérer l'allure pour se rapprocher de Queen Novi, toujours en tête. À l'entrée du dernier tournant, Queen Novi qui a l'avantage va payer son effort et lâcher prise. Il cède et le peloton s'étale sur toute la largeur de la piste à la recherche du bon terrain. Ensemble, Karviki et Pérétor vont sauter la dernière haie. Vous allez les voir et Karviki fait une petite faute. Regardez bien, voilà, qui va lui coûter la victoire, car pendant qu'il se rééquilibre, Pérétor lui prend l'avantage et jusqu'au poteau d'arrivée, la lutte sera acharnée. Nitri s'accroche et va enlever la 3e place. L'arrivée sera le premier, le 11, Pérétor, deuxième le 2, Karviki, troisième le 16, Nitri. 11-2-16. Il a gagné un bon cheval, hein. Oui. Excusez-moi, vous alliez parler des rapports. Non, les rapports ont été affichés, donc je ne vais pas les donner. Mais ce que je voudrais dire, c'est que je voudrais remercier mon invité d'hier, dans Samedi et demi, Michel Françoise, le jockey, qui lui a donné le tiercé dans le désordre en 5 chevaux. Moi, j'ai négligé les chances de Nitri, malheureusement. Mais enfin, ce qui ressort de cette course... On ne peut pas être parfait. Exactement. Mais ce qui ressort de cette course, c'est tout de même quelques chevaux que j'ai vraiment repérés pour les prochaines fois. Ça, c'est important. Oui. Alors, Alexandre Legrand, Queen Novi, vous avez vu quelle course il a menée. Diable. Carmont. Et alors Nanteuil, ce que je voudrais préciser, c'est que la prochaine fois, il portera des œillères, mais il fera une course sage, parce qu'il a besoin de se remettre en confiance sur ces obstacles. Alors son entraîneur m'a dit, la prochaine fois, on est tranquille, on reste tranquille. Voilà, je pense que c'est tout. Ah oui, il y a aussi le prix Juigné. Oui, le prix Juigné dont on parlait hier, est-ce qu'Andelès a gagné? Non, il a été battu par le vieux Marouet, qui a fait une très très bonne course. C'est un cheval tellement régulier, tellement bon que c'est normal. Andelès est deuxième. C'est bien, voilà. C'est pas mal. C'est parfait. Bon, dimanche prochain, nous irons encore tous ensemble à Auteuil. Voilà. Merci Pierrette. La Fédération française de voile et le Conseil supérieur de la navigation de plaisance viennent d'autoriser la création d'une nouvelle course transatlantique pour août 1980, Nantes-Newport. Originalité, tous les bateaux seront semblables. En fait, la plaisance et même la grande croisière comptent de plus en plus d'amateurs. Les petits voiliers qui traversent l'Atlantique sont maintenant innombrables. Ils suivent ainsi la route des grands navires à voile qui, au début du siècle, avaient fait la richesse des ports français. Daniel Grand-Clément et Dominique Merlin ont retrouvé la trace de l'un de ces ex-géants des mers. De l'Orient, avec belle mer et bon vent, il cingle les bâbord à mur, naviguant comme un poisson, un graton sur sa mâture, là le corsaire en fronton. Allons les gars, allons les gars. Le Giorgio Cini a oublié les champs de marins. Depuis 15 ans, il pourrit doucement dans les arrière-ports de Venise. Coque, mâture et aménagement portent les stigmates de 82 années à flot et de 8 propriétaires différents. Date de naissance, 1896, à Nantes, dans les chantiers du Bijon. On l'avait appelé le Belém. Toute une génération de marins nantais a rêvé faire partie de son équipage. C'était le plus beau, presque un yacht, et puis il faisait le transport du cacao. Entre le Brésil et la France, les rotations étaient courtes. C'est le seul rescapé des grands navires à voile français, encore presque en état de naviguer. De ces navires devant lesquels on aimait à se faire photographier dans les années 1910. Lorsque la voile régnait encore sur les mers, lorsque la France était sans doute la première puissance maritime quant au tonnage des navires à voile. Seul témoin, cette image d'une forêt de mâts quelque part en Bretagne, et à Venise, le Giorgio Cini, 53 mètres de bois et de fer, dont on parle encore. Un beau petit bateau. C'était le plus élégant, pour ainsi dire, de Nantes à cette époque-là. Et tout se faisait à main là-dedans, il n'y avait pas de pression, pas de vapeur, pas de moteur, rien du tout. Tout tournait à la manivelle. Et puis c'était bien entretenu, c'était propre. Quand on faisait tomber, le mousse faisait tomber un peu de graisse sur le pont, il fallait qu'il va chercher un citron tout de suite. Le navire appartient à un chantier de Venise. Il est à vendre.
Cher, très cher, 4 millions. È cara perché noi abbiamo comperato parecchio materiale e poi I lavori sono... C'est très cher parce qu'il faut retaper tout le matériel. Il y a beaucoup de travail. La remise sur pied et l'usage d'un tel bateau reviennent à un prix fou. Alors j'ai plusieurs possibilités. Ou bien affréter le navire pour la plaisance en hiver du côté de l'Amérique centrale et l'été dans l'Antarctique. Deuxièmement, les descendants de Lord Guinness, l'ancien propriétaire, ont envie de l'acheter parce qu'ils y sont attachés sentimentalement. Enfin, troisième solution que je préférerais, c'est que la France le rachète. Le filet sera mon linceul, pas de canot de sauvetage, jusqu'au bout je veux rester seul, et pourtant je suis content quand on l'entend chanter une... Les négociations entre une association française de sauvetage de vieux bateaux et le chantier vénitien sont sur le point d'aboutir. Un compromis de vente aurait été signé. Mais si le Giorgio Cini revient en France, tout n'est pas fini. Il reste à trouver une utilisation au bateau, navire-école militaire, musée flottant. Tout va dépendre de l'organisme qui acceptera de financer sa remise en état. Reste enfin à le rapatrier en eau française. Il doit revenir par ses propres moyens, soit au moteur, soit avec un jeu de voile de fortune. Le bateau a déjà subi de nombreuses réparations depuis un an, machinerie et surtout menuiserie, mais il s'agit surtout de travaux d'embellissement, plus apparents que réels, qui ne justifient pas tout à fait l'optimisme résolu des mécaniciens. Il reste encore à peu près 3 ou 4 mois de travail. Après, il pourra repartir. Mais le plus dur, c'est avant tout de nettoyer et de démonter les pièces une à une. Il più grande lavoro è l'impianto tubi e l'impianto elettrico. Si tout va bien, dans quelques mois, le bateau naviguera toute voile dehors au large des côtes bretonnes. Mais d'autres bateaux, des centaines d'autres, tonniers à voile, pilotes, chalutiers, pourrissent encore dans les ports et les abers bretons. C'est eux maintenant qu'il faut sauver. En tout cas, les images et du bateau de Venise étaient bien plaisantes à regarder. Météo, une zone de pluie s'étendra demain de l'Aquitaine aux Vosges, comprenant le Massif central, les Alpes du Nord et le Jura. Le nord-ouest de la France, où les températures seront en baisse, bénéficiera, lui, d'éclaircies. Températures en baisse également de la Charente et de la Vendée au bassin parisien et aux Ardennes. Le temps sera généralement ensoleillé, assez chaud sur la Côte d'Azur et la Corse. Les dernières informations de la journée vous seront données par Bernard Pradino. N'oubliez pas, demain, non plus que les autres jours, bien entendu, notre édition de la mi-journée. Et à 20h, vous retrouverez ici même Patrick Poivre d'Arvor. Bonne soirée, merci.